L'asile de Geel, où travaillait son père, est une institution historiquement et très importante en Belgique, puisque depuis le Moyen Âge, à Geel, non seulement il y a une institution, mais on accueille les fous dans les familles. Et donc c'est un endroit assez particulier où il y a le maintien à la fois de l'institution asilaire et déjà depuis très longtemps une tradition qui est d'ouvrir les portes et de faire en sorte que les malades mentaux puissent bénéficier de soins vraiment familiaux. Alors lui, il est né là, il en avait des souvenirs très très précis. Notamment, ce qu'il raconte dans cet article, c'est que à un moment donné, c'est sa mère qui lui raconte ça, elle pousse le landau et où il est, ils sont au soleil et un patient se précipite sur elle en disant couvrez-le, sinon il va devenir comme moi. Je crois sincèrement que nous apportons plus aux malades et à nous-mêmes en comprenant qu'ils vivent une expérience perturbant parfois gravement leurs relations au monde, leurs échanges, leur adéquation à la réalité, mais riche, originale et plus proche de nous que nous ne voulons l'admettre bien souvent. Tout patient, même le plus chronifié, porte en lui un potentiel évolutif que nous pouvons l'aider à actualiser. Voilà, il a suivi ensuite son père quand son père est devenu assistant et puis chef de service à l'hôpital Bruckmann. Et je crois que c'est ça qui lui a donné envie de faire la médecine. Donc c'est le premier diplôme qu'il a obtenu. Et il a fait la psychiatrie sur le tard. En fait, il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas devenir psychiatre comme son père. Pourtant, il était médecin. Alors, il a fait psycho à la place. Parce qu'il pensait que la psychologie était un terrain euh, plus utile pour commencer à réfléchir autrement que son père. Et alors, finalement, sur le tard, il a quand même fait la psychiatrie comme son père. Et je pense que tout ce trajet va donner à sa carrière un caractère vraiment ambivalent, dans la mesure où il est constamment en train de s'identifier à son père et à ce que c'est un psychiatre à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'important, qui porte sur ses épaules un poids très 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 lourd, et en même temps cette tendance qu'il a d'aller contre la psychiatrie, de la destituer de la place qu'elle occupe. Et je pense que la résolution de cette ambivalence, c'est de s'attaquer constamment, non pas à la psychiatrie comme telle, mais à tout ce qu'elle peut emporter de pouvoir excessif, de normatisation et de mauvais traitement des patients qui lui sont confiés. Je crois que toute sa carrière est orientée sur ce thème-là. Docteur, que signifie l'expression psychiatrie en secteur? C'est une formule tout à fait originale d'assistance psychiatrique qui est expérimentée largement à l'étranger et que l'on commence d'utiliser chez nous, et qui consiste à implanter dans un secteur géographique déterminé, dans un groupe de population qui ne peut pas dépasser 60 à 80 000 habitants, d'une équipe psychiatrique comportant, comme d'habitude, le psychiatre, l'assistante sociale, le psychologue, l'ergothérapeute, etc. Et qui permet de rencontrer tous les problèmes de santé mentale qui peuvent se présenter dans ce groupe de population. Et donc ça, c'est la première fondation importante, c'est le secteur d'Anderlecht en 1960. Et c'est dans, si on veut, les échecs très rapides de cette psychiatrie de secteur qu'il part en Angleterre. Alors, les Anglais font quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est d'essayer de créer des autres institutions que des asiles. Donc, à l'idée du secteur s'ajoute l'idée anglaise de recréer des institutions qui seraient d'un type tout à fait nouveau. Et donc, il va partir en Angleterre, rencontrer Maxwell Jones, Rappaport, et ramener les concepts pas encore de psychothérapie institutionnelle, parce que je crois que ça, c'est vraiment d'inspiration très française, mais plutôt deux idées
très puissantes, celle de communauté thérapeutique et celle de sociothérapie. Très rapidement, l'idée de faire seulement de la consultation, de l'ambulatoire et de se déplacer ne suffit pas, qu'assez rapidement, on va constater qu'il faut créer des nouvelles institutions, et c'est ça qu'il ramène d'Angleterre, je pense, des nouvelles institutions d'un nouveau style qui permet d'être une alternative à l'hôpital ou à l'asile. C'est-à-dire, les gens en crise devraient pouvoir avoir un lieu qui n'est pas l'hôpital, où ils vont pouvoir se déposer, et les gens qui sortent de l'hôpital ont aussi besoin d'un lieu où ils vont progressivement être... le terme que tu as utilisé tout à l'heure, réadapté, et c'est comme ça qu'Aline Amine est le terme de réadaptation psychosociale, doivent être réadaptés à l'existence, disons, normale. La découverte que dans les centres psychiatriques classiques, les malades les plus favorisés étaient traités 1 heure sur 24 a provoqué la création de communautés thérapeutiques où l'organisation rigoureuse et l'action concertée de tout le personnel, depuis le médecin jusqu'aux nettoyeuses, sont pensées en fonction du rendement thérapeutique maximum des 23 heures restantes. Mais en tout cas, au moment de la création, c'est vrai qu'il est soutenu par la Fondation Julie Rançon, qui a été fondée sur des fonds d'une ex-patiente d'un hôpital psychiatrique qui a laissé sa fortune pour éviter que ça se reproduise, au fond. Et le comité des sages, le premier comité des sages de la Fondation Julie Rançon, ce sont des gens très engagés politiquement, à gauche, on va dire, et évidemment à la commune d'Anderlecht ici, dans les années 60, il y a un bourgmestre socialiste avec des échevins socialistes, mais socialistes à l'ancienne, je dirais. Je ne voudrais pas critiquer les socialistes d'aujourd'hui, mais ça, c'est des socialistes qui partagent avec Vermeil une idée qu'il faut vraiment changer le monde. Hein, cette idée de changer le monde est une idée qui est partagée par beaucoup de gens à cette époque-là. À cette époque-ci, je pense qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas. Hein, on est tous un peu désabusés quand on a capacité à le faire. Mais à cette époque-là, ils ont l'air de ne douter de rien. Et qu'effectivement, il a le soutien du bourgmestre d'Anderlecht. Une grosse commune, hein, déjà 100 000 habitants, toutes les classes sociales représentées, et qui est prête à accueillir ce premier type de secteur. Alors, qu'est-ce que c'est finalement qu'un secteur comme celui dont vous vous occupez? Et d'abord, est-ce qu'il n'y en a qu'à Anderlecht, en Belgique? Il y en a bien d'autres, c'était le premier, et par conséquent, il y a là une référence permanente à ce travail de pionnier à l'époque. Depuis lors, ils se sont multipliés, grâce notamment aux arrêtés de 75 qui ont permis la subsidiation des centres de santé mentale. Mais je crois qu'il faut dire peut-être en 2 mots dans quel contexte se présentait cette tentative, cette expérience que nous avions commencée il y a 20 ans, alors que la psychiatrie à ce moment-là se réduisait, en tout cas pour le plus grand nombre des malades mentaux, à des hôpitaux psychiatriques qui étaient de véritables asiles, avec une surpopulation, une dimension thérapeutique très limitée, et des dispensaires d'hygiène mentale qui étaient sous-équipés, trop peu nombreux et avec un personnel insuffisant. Le challenge à l'époque, c'était de s'installer dans la ville, comme le titre de l'émission le dit, et d'obtenir que des équipes psychiatriques puissent véritablement s'intégrer dans une communauté restreinte et nouer, comme on l'a dit, tout un réseau relationnel, non seulement avec les malades et leur entourage, parce que c'était l'époque où on découvrait l'importance de l'environnement et ce qui a fait parler de psychiatrie sociale, mais également avec les personnages clés dans la cité qui peuvent apporter une collaboration efficace au cours de l'accompagnement de ces malades. Ne reconstruisons-nous pas les murs de l'asile dans la cité même? Certains, et parmi ceux-mêmes qui font du secteur, ont perçu cette tendance à intégrer de force le client dans le système, l'establishment psychiatrique, où les besoins sont perçus à travers la loupe déformant des structures administratives et médicales. Quand on en finit avec l'asile, qu'est-ce qu'on met à la place
Voilà. Et cette question, je pense qu'elle sera vraiment celle qui va dessiner toute la suite de son œuvre. Mais donc il insistait beaucoup quand même pour que, en même temps de créer des institutions qui ne sont pas comme l'hôpital, tu viens bien de le dire, mais en même temps qui soient dans des lieux banalisés, dans des maisons, somme toute, insérées dans le tissu social, comme il aimait à dire. Hein, et donc d'intégrer la personne dite mal mentale dans la cité d'emblée. Mais qu'est-ce donc une bonne institution pour un psychotique? Le plus important est que cette institution et ceux qui y opèrent ne se posent pas en référent unique et s'ouvrent inlassablement à la triangulation avec le monde extérieur, et qu'ils perçoivent, vivent et rendent sensibles aux psychotiques leur relativité et leur non-suffisance. Ils auront ainsi quelque chance d'éviter le piège d'une pensée et d'une pratique totalitaire. Ah ben, il faut savoir que c'était le foyer de l'équipe, c'était quand même unique. Hein. C'était vraiment un tout autre monde où il y avait vraiment une communauté de vie, à la fois des patients et à la fois aussi du personnel, puisqu'à l'époque il y avait un couple de pères aubergistes comme ça qui habitait un petit appartement du foyer et qui était un peu le couple parental d'identification possible. Cet homme est un pensionnaire du Haume. Il habite ici. Il y passe ses soirées s'il le veut et aussi ses nuits. Dans ce petit matin d'hiver, il quitte ce chez lui, provisoire sans doute, mais auquel il s'est déjà attaché, intégré pour ainsi dire. Il quitte cette maison pour aller travailler à l'extérieur comme vous le faites, comme je le fais. Cet homme, très bientôt, vivra une vie normale. Voilà le travail accompli dans une maison comme celle-ci dont on peut regretter avec combien de véhémence qu'elle soit unique en son genre en ce pays. C'est sûrement un asile, mais un asile vivant, un asile vraiment au terme de je t'offre asile. C'est ça. Tu es en difficulté, je t'offre une partie de ma maison, une partie de mon temps et de ce que je suis pour essayer de t'accompagner dans un chemin. Je soulignerai au passage la difficulté pour les institutions soignantes, quelles qu'elles soient, de reconnaître et d'accepter qu'elles sont une partie seulement d'un ensemble thérapeutique plus large et qu'elles ne peuvent jamais apporter qu'une contribution partielle, complémentaire et limitée dans le temps. Et ça, c'est un maître mot dans l'œuvre de Jean Vermeulen. Surtout, essayer par tous les moyens de ne pas chronifier les patients. Et d'ailleurs, à l'équipe également, c'est quelque chose qui a été son souci majeur, c'est de ne pas recréer en plus léger un système de chronification où on faisait un ghetto psychiatrique non asilaire. Parlons aussi des institutions chronifiantes et chronifiées. L'importance, parfois, que nous nous donnons comme soignants, notre fragilité narcissique comme individu, comme groupe ou comme institution, nous rendent facilement aveugles ou méfiants et nous enferment dans une organisation qui se fige. Bel exemple de la difficulté qu'il y a de chausser pour éclairer nos propres problèmes, ces lunettes systémiques qui nous font voir si clair chez les autres. Il était à l'affût dans tous nos types de thérapie de
de phénomènes où une institution se refermait sur elle-même, où une institution perdait la notion du temps, surtout de la durée de séjour, où c'est pas parce qu'on indiquait un début et une fin de traitement qu'entre-temps, on ne perdait pas la notion du temps qui passe. Et il est bien certain que on peut aussi chronifier des patients à l'institution, c'est-à-dire que on fait une superbe réadaptation du patient à l'institution plutôt qu'à la société. Nous nous sommes toujours refusés à vouloir faire de nos patients des singes savants conditionnés à une somme de comportements qui suffiraient au bon fonctionnement dans un système social donné. Cette pseudo-adaptation génère l'échec et la régression. Et donc, cette insistance de Jean Vermeylen de ouvrir l'institution sur l'extérieur de façon à ce que l'institution se sente comme un chaînon d'une chaîne d'institutions ou un élément d'un ensemble beaucoup plus large, de façon à ne pas être, comme l'asile d'antan, totalitaire. La collaboration de l'entourage familial ou professionnel du malade est un facteur décisif et trop souvent négligé dans la réussite de la réadaptation. Il a d'ailleurs été celui qui avait évoqué une notion qui pour moi est restée gravée dans ma mémoire lors de la formation, qui est le complot thérapeutique. Il est évident qu'il faut être en relation avec les médecins généralistes, il est évident qu'il faut être en relation avec l'hôpital, les thérapeutes extérieurs, mais en même temps avec une certaine réserve, de façon à ne pas comploter sur le dos du patient là-dessus. Donc quelque chose qui paraît antinomique maintenant, c'est-à-dire communiquer ensemble avec les différents intervenants sans, pour cela, y perdre son identité particulière, due au fait qu'on le voit, nous, c'est le pensionnaire, comme on l'appelait, dans un contexte tout à fait particulier. Les dangers guettant des structures de transition comme les nôtres, nous les connaissons bien, mais ne les évitons pas toujours. J'en énumère quelques-uns. Premièrement, la tentation, pour nous autres soignants à personnalité généralement névrotique, de vouloir, comme l'entourage familial souvent, faire de nos soignés des gens comme nous, et de leur fixer les objectifs que nous avons choisis ou qu'on nous a imposés dans notre propre vie. Ou, à l'opposé, de croire qu'ils sont tellement différents, mais surtout tellement fragiles, qu'il nous faut les surprotéger sans rien exiger d'eux. Deuxièmement, la rencontre d'une personnalité régressée et d'un milieu sécurisant, protecteur et peu exigeant, condition nécessaire au départ, peut favoriser ensuite la dépendance et un processus de chronicisation. Troisièmement, l'insuffisance d'ouverture institutionnelle vers le monde extérieur contribue à entretenir un isolat trop matriciel qui nous ramène à un processus de chronicisation. Au départ, il y a l'utopie de, en mettant les gens ensemble, en faisant communauté, on va pouvoir traiter des patients psychotiques qui parfois ont 4-5 hospitalisations, 10 ans de psychiatrie derrière eux. Et ça marchait, et ça marche toujours, d'une part. D'autre part, après, je ne sais pas moi, une vingtaine d'années de pratique, on se rend compte qu'il y a des patients qui, malgré le passage au foyer, le passage en centre de jour, des thérapies, eh bien, on atteint des limites. Et effectivement, on se rend compte qu'on a fait des illusions. Et par conséquent, il faut à ce moment-là, en tout cas c'est ce qu'on a fait à l'équipe, c'est créer une structure qui prend des patients en charge à plus long terme et même sans limite bien précise. Donc il ramenait, me semble-t-il, à l'objet même de la structure, c'est-à-dire
à la singularité de la structure, à la spécificité du travail. Il donnait aussi aux médecins une place prépondérante, puisque nous étions, il était notre modèle d'identification, hein, il était notre maître, mais il ne se présentait pas comme un maître à penser, parce qu'il était très discret, ne ramenant que la philosophie de base, comme il disait, de la structure, et il nous laissait prendre la place que l'on voulait, tout en nous rappelant que nous avions une fonction de direction. Lui-même avait une façon de faire institutionnelle, somme toute assez classique, assez vieille France. Hein. Il était le patron de l'institution, il le marquait avec le sérieux, il aimait bien un certain protocole dans cette affaire, donc ça ne se marquait pas, alors que à côté, il y a une expérience clinique tout à fait révolutionnaire. Hein, ce qui m'a fait penser que c'était un peu comme, comment on pourrait appeler ça, oui, une espèce de révolution de velours. Hein, c'est-à-dire, il a fait de la psychiatrie autrement, hein, en la faisant. Et lui-même, sans être un révolutionnaire, sans monter aux barricades, sans bousculer frontalement les collègues de l'hôpital, les collègues universitaires, les collègues d'autres structures en dehors de l'hôpital, mais quand même il y avait quelque chose de révolutionnaire à déjà accepter des gens, une communauté mixte dans la cité, comme il aimait à le dire, était quelque chose qui maintenant va de soi. Mais qui veut dire mixte dans le sens que des relations sexuelles étaient possibles par Alors exemple, là oui, ça c'est évident que cette période-là a été toutes sortes d'expériences, et que cette expérience est très marquante parce que elle nous a en tout cas tous marqué, hein, les protagonistes qui l'ont vécu, mais aussi ceux qui ont succédé à cette période-là. Mais en fait, ce n'est pas tellement différent des autres expériences qu'il a permis dans l'ASBL. Ce qui est quand même tout à fait curieux, c'est que, à l'époque, évidemment, il y avait le foyer Le Crit, ça c'était l'époque que moi j'ai connue en tant que stagiaire, et maintenant il y a effectivement 8 structures. Et il avait le chic de mettre ensemble des expériences, pas forcément copines, frères, hein, parfois même antagonistes, mais c'était possible de le faire ensemble. C'est vrai qu'il aimait beaucoup réunir autour d'une table des gens qui avaient des avis complètement divergents, voire opposés. Au fond, ce côté militant, hein, d'avoir créé des choses, venant de quelqu'un qui lui-même ne s'affiliait à aucune institution, je veux dire, aucune appartenance. Hein, il te parlait de cette... Il disait je ne veux pas être membre d'un club qui m'accepte comme membre. Et ça, c'était fondamental chez lui. Donc il ne voulait pas s'affilier, il ne voulait pas devenir membre d'une institution analytique ou d'une coterie, il ne voulait pas devenir franc-maçon malgré les appels qu'on lui faisait, il ne voulait pas devenir socialiste malgré qu'on lui tendait la carte du parti. Je me souviens qu'on avait des discussions avec lui parce qu'on lui envoyait le paradoxe que même en tant que non-affilié qu'il était, il fallait s'affilier aux non-affiliés. Oui, ça je pense qu'il aurait été assez... s'il avait été représentant à l'ONU, il aurait contribué à ça, oui. Les non-alignés, voilà. Mais ça, c'est quelque chose, ça c'est vraiment lui, ça. C'est-à-dire de se méfier toujours des extrêmes. Les sirènes de l'antipsychiatrie, ça c'est un terme que je l'ai entendu dire, si pas 1000 fois, c'est effarant. Et ça montre bien à quel point il avait été sensible, lui, Ulysse attaché au mât, il les avait entendues, les sirènes, elle l'avait aspiré. Et puis, il n'y avait finalement pas cédé. Et il a d'ailleurs mis à la porte tous ceux qui avaient été capturés par les sirènes. Hein. Et lui, attaché à son mât, il avait tout recréé en remédicalisant plus et en remettant de l'autorité médicale. Au chapitre des utopies dans les années 60, comment ne pas saluer au passage la plus flamboyante, celle de l'antipsychiatrie de Lane, Cooper, Emerson et les autres. L'idéologie en était originale, féconde, lucide autant dans sa compréhension du fou et de sa folie que dans sa critique de la société. Mais les communautés qu'ils ont tenté de faire vivre
J'ai rencontré Cooper dans l'une d'entre elles, qui était une véritable nef des fous coupée de notre monde, naviguant hors du temps et de l'espace, ont pris la dimension politique d'une contre-société inexorablement vouée à l'entropie et à la mort. Ces résidents m'ont paru manipulés par un jeu qui ne les concernait pas. Quels sont les gens que tout le monde déteste? Quels sont les gens dont personne ne veut? Et si tu te souviens, c'est aussi ça qui cause le fait que chaque fois qu'on crée une institution ici à l'équipe, on a des ennuis. On a des ennuis avec le voisinage. Hein, le foyer a été créé avec les ennuis que tu connais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mettre des fous mixtes Ah, tout à fait. ensemble. Ils allaient se reproduire entre eux. Oui, voilà. Et donc de faire de la psychiatrie hors des murs de l'asile, qui étaient souvent à la campagne ou souvent bien fermés à clé, ce qui fait que les patients ne circulaient pas. Donc si on les laisse sortir, eh bien ça crée de l'angoisse dans la population. Et ça, c'était le thème qui lui était sans doute le plus cher et qu'il estimait avoir complètement laissé de côté par les faits, pas par son propre désir, c'était de modifier la perception que la société, ou que les gens de la société civile, on appelait ça comme ça à l'époque, avaient de la folie. Tant que l'homme de la rue, le magistrat, le curé, l'éducateur, le commissaire de police, l'industriel et le médecin lui-même continueront de croire que le malade mental est un malade imaginaire ou un fou dangereux, on se demandera, avec la supériorité et la réprobation mal déguisée de l'homme plein de santé, comment peut-on se laisser aller ainsi? Il et nous risquons alors de dépenser beaucoup d'énergie pour récolter des fruits médiocres. Vermeulen était un homme extrêmement cultivé lui-même, c'est-à-dire que quand j'ai pu admirer sa bibliothèque et constater l'étendue de ce qu'il pouvait lire et connaître, et quand on lui parlait, hein, c'était très sensible, c'était que son premier intérêt était vis-à-vis de l'art, la littérature, la peinture. Il avait beaucoup de patients artistes et il était une sorte d'artiste déçu de ne pas être devenu artiste. Voilà. Et c'est pour ça qu'il aimait bien aussi rappeler que la médecine, c'est de l'art. Ah, je me souviens que le premier animateur d'atelier au tout début était un ami à lui, peintre, ancien patient, qui a animé l'atelier pendant des années. Et donc il lui faisait cette confiance alors que c'était quelqu'un qui n'était pas du sérail. Oui, c'est lui qui a initié cette idée d'amener ici à l'équipe des gens qui n'étaient absolument pas du milieu de la santé mentale et qui étaient potiers, peintres, sculpteurs, cinéastes. C'était une grande nouveauté. Puisque l'objet de nos pensées, c'est Jean Vermeulen, avec lui, il ne s'agissait pas de ça, parce que dans le fond, nous savons très peu de lui. Lui, il ne parlait pas de lui, il parlait du travail, il parlait de nos fonctions respectives, de la manière dont la structure vivait et se développait. Et je crois que ce qu'il nous apportait, c'était nous ramener à la réalité du travail et à l'essentiel. Parce que lui, il s'effaçait. Nous aurons sans doute peu de choses à dire de lui personnellement, parce que il était centré sur la raison pour laquelle nous étions au travail. J'étais là en mai 68, puisque j'étais engagée en 1965. Et j'étais à l'ULB, au Manif et tout ça. Et Jean Vermeulen nous a emmenés à Amsterdam, toute l'équipe. Et j'ai le souvenir de toute l'équipe assise par terre dans un centre de désintoxication pour drogués. Et on a tous fumé un joint, et Jean aussi, on se passait le joint de l'un à l'autre. Et puis on a été visiter des sex shops. Et puis on a été un spectacle de striptease. Donc on a vécu 3-4 jours de folie douce. Et je crois que Jean Vermeulen aimait beaucoup ça. Et quand on est revenu, moi j'ai le fantasme que j'ai vu Jean Vermeulen assis par terre avec une patiente, mais ça je crois que c'était un fantasme. Ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus derrière son bureau. Il était ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire en face à face, et pas avec ce bureau qui séparait. Je pense qu'il a été très, très enthousiaste de ce mouvement, et ça c'est le côté jeune de Jean Vermeulen. Pour lui, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de créatif. Pour lui, quelqu'un qui était digne de son enseignement et quelqu'un qui était son élève était quelqu'un qui devait pouvoir créer du neuf, qui devait faire quelque chose qui n'avait jamais été fait.
Voilà. Et ça a un côté évidemment artistique. On peut peindre une institution, on peut créer une institution comme on crée une œuvre. Voilà. Et lui, pour lui, c'était très très clair que c'était ça. Que ici, on est dans l'œuvre de sa vie et qu'aujourd'hui, 150 personnes travaillent à partir des idées qu'il a amenées et qui ont essaimé. Et puis pas seulement nous, mais ce qu'il a fait a aussi inspiré beaucoup de gens à Bruxelles, en Belgique et à l'étranger. Oui, Jean Vermeil, pour moi, c'est quelqu'un effectivement d'extrêmement chaleureux que je ne connaissais pas et qui, dès que mon ami Edgar Van de Putte lui a proposé de prendre du temps avec moi autour de ce projet, non seulement m'a de suite dit oui, mais a réellement pris du temps pour m'écouter, pour voir et déjà, je dirais, oui, critiquer, mais positivement, les idées que nous avions et la manière dont nous allions les mettre en place. Et de ce côté-là, je pense que, il était lui-même très très heureux. Il n'a pas caché que s'installe dans Bruxelles, ce que je dirais, un troisième secteur psychiatrique avant la lettre, puisque XL avait déjà commencé avant la GERP. Hein. Donc c'est non, Jean Vermeil, de ce côté-là, et toujours, alors qu'on n'était pas des amis dans le temps, hein, on ne se connaissait pas, il a toujours été extrêmement chaleureux vis-à-vis de notre projet, et on a gardé des contacts par après extrêmement importants. On pourrait dire que c'était un homme de gauche, et ça transparaissait, et donc ça permettait aux idées progressistes et aux tendances égalitaristes de prendre leur place, et il fallait qu'il y ait vraiment une dérive grave pour qu'il ramène une structure un peu plus hiérarchique quand même. Donc je crois que à la fois il avait des principes très construits, enfin très définis sur la fonction du médecin, mais en même temps il avait une idée sur la liberté, sur l'égalité entre les êtres, entre les patients, les soignants, et entre les soignants, l'équipe soignante et le médecin, malgré tout. Donc il n'apparaissait pas comme l'autorité arbitraire. Il faut se souvenir aussi qu'il était à côté de Lucette de Crolly, hein, la dirigeante administrative, disons, qui était aussi une femme de gauche. Donc il me semble, on pourrait dire que l'équipe a toujours été une structure de gauche. Quand il a été question de peindre la salle de séjour du foyer, on a retrouvé M. Vermeil avec un rouleau à peinture sur une échelle en train de peindre, par exemple. Il prenait couramment le repas avec nous, des choses comme cela. Donc il montrait l'exemple. Tout à fait. M. Vermeil avait quand même une idée d'une certaine pédagogie, qu'il fallait apprendre à avoir des relations dans la vie, qu'il y avait là des choses à apprendre. Qu'il fallait amener de sa vie ici. Qu'il fallait amener de sa vie ici, mais aussi que pour le patient, il devait apprendre à vivre à plusieurs, qu'il n'était pas tout seul et qu'il y avait des choses qu'il fallait apprendre, qui allaient de soi. Je pense qu'il avait un contact très particulier, une empathie pour les psychotiques. Et je pense que j'étais aussi un peu dans cette, dans cette philosophie-là. Je me sentais relativement à l'aise. Et c'était pas un homme qui posait des étiquettes. Et nous avons beaucoup collaboré, parce qu'en consultation en santé mentale, on travaillait en tandem avec un médecin. Et donc, j'ai eu beaucoup de cas en commun avec lui. Et là, c'était vraiment très intéressant de dialoguer et de pouvoir parler autour d'un cas, autour d'un patient. Quand on demande, et encore maintenant, quand les patients du CRIT quittent, je dis, tiens, qu'est-ce qui vous a apporté le plus? Et ce qui revient systématiquement, c'est, ici, on m'a traité en être humain. Et ça, je pense que c'est une des marques de fabrique de Jean Vermeil.